On accorde du soutien militaire à l'Ukraine. Faut-il accorder un soutien politique aux opposants russes, aux opposants démocrates russes? Vous savez ce qu'on a coutume d'entendre, mais là, Galia, je m'adressais à vous. Les opposants démocrates russes ne pèsent pas lourd. Ils sont divisés. Puis qu'est-ce que l'aspiration démocratique suscite comme réaction chez les Russes? Pas grand-chose, c'est ce qu'on entend souvent. S'il y a une alternative à Poutine, elle sera plutôt du côté d'un durcissement que d'un assouplissement, du côté des ultranationalistes que du côté des démocrates. Un homme dit non, et je veux vous entendre pour savoir s'il a raison. Cet homme, c'est Antoine Arjakovski. Il est historien et il publie une tribune dans Le Monde où il dit « C'est le moment. Les démocrates russes ne sont pas ce que l'on croit. Ce n'est pas une puissance marginale et en plus, ils sont désormais unis. Les précisions, voici les indispensables avec Quentin Bérichel. » Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors de quelle opposition précise parle Antoine Arjakovski? Eh bien pour Antoine Arjakovski, qu'on connaît bien sur ce plateau, historien, spécialiste de la Russie, directeur de recherche au Collège des Bernardins, 3 visages aujourd'hui structurent l'opposition démocratique à Vladimir Poutine. 2 d'entre eux s'affichent même côte à côte. Regardez, c'était il y a moins d'un mois lors de la conférence de Munich. À gauche, vous le reconnaissez, le russe Garry Kasparov, ancien champion du monde d'échecs, exilé depuis 2013 à New York. À droite, Mikhail Khodorkovsky, ancien oligarque russe, emprisonné pendant plus de 10 ans, à la tête aujourd'hui du parti d'opposition Russie ouverte. Les 2 hommes sont donc décidés à travailler ensemble. Fin janvier, ils signent même conjointement une tribune dans le magazine américain Foreign Affairs. Leur principal message: si l'Occident tient bon, le régime de Poutine s'effondrera probablement dans un proche avenir. Les 2 hommes font donc cause commune et, plus intéressant, ils sont rejoints par un 3e homme, probablement l'opposant à Vladimir Poutine le plus connu dans le monde, Alexeï Navalny, 46 ans, avocat et activiste, empoisonné en 2020, emprisonné depuis plus de 3 ans maintenant en Russie. L'homme ne peut pas s'afficher avec Kasparov et Khodorkovsky, mais ses proches le font pour lui, comme au Forum de Russie libre, une conférence qui a lieu chaque année à Vilnius, en Lituanie. Et pour Antoine Arjakovski, cela montre bien que l'opposition démocratique offre une unité. Écoutez. Ça, c'est un travail important. Ils se sont mis d'accord sur une plateforme commune. Lutte contre Poutine, guerre illégitime, reconnaissance de l'Ukraine dans ses frontières de 91, et puis un certain nombre d'actions communes qu'ils pourraient faire ensemble. D'accord, mais alors la question qui vient immédiatement à l'esprit, que pèsent-ils vraiment ces hommes dans l'opinion russe? Quel est leur poids? Est-ce qu'on en a une idée? Eh bien, c'est là qu'Antoine Arjakovski s'inscrit en faux. Contrairement à l'avis d'autres experts, non, les Russes ne sont pas indifférents à cette opposition. Non, ces 3 hommes ne sont pas considérés comme des traîtres à la patrie. Certes, ils n'apparaissent jamais dans les sondages de popularité, leur nom n'est même pas testé, mais ils pèsent bel et bien. Écoutez Antoine Arjakovski. Le réseau Navalny est extrêmement populaire. Kasparov est populaire comme étant champion du monde d'échecs. Les gens se souviennent de lui. Il suffirait qu'il y ait ce mouvement d'unification et surtout de soutien de la part de l'Occident à leur égard pour que la majorité des Russes qui ne sont pas encore partis et qui sont contre cette guerre, s'ils voyaient ce mouvement d'unification et de soutien de l'Occident, immédiatement ils recevraient la majorité des voix. Vous l'aurez compris, l'Occident doit soutenir ces 3 hommes. La majorité des voix. Un dernier mot, Quentin. Est-ce qu'on est certain de la sincérité de leurs aspirations démocratiques, en particulier pour l'un d'entre eux? Eh bien, disons-le clairement, la question justement se pose pour Alexeï Navalny. Jusqu'en 2011, l'activiste a plusieurs fois été vu en train de défiler aux marches russes. Ce sont des manifestations, vous le voyez, rassemblant des groupes ultranationalistes, certains arborant même la croix gammée. On lui reproche également des propos racistes. Mais pour Antoine Arjakovski, cela relève maintenant du passé. Navalny est devenu un démocrate convaincu. Il est tout à fait conscient de la nécessité de s'unir. Ce qui le motivait jusqu'à présent, c'était la lutte contre la corruption. C'est un avocat de formation, il voulait lutter contre la corruption. Là, maintenant, il y a une dimension politique qui s'ajoute. Navalny vient de sortir un plan en 15 points
s'il prenait le pouvoir, qu'est-ce qu'il ferait? Et le premier point, c'est la reconnaissance des frontières de l'Ukraine de 91, ce qui n'était pas forcément le cas au moment de l'annexion de la Crimée en 2014. Merci Quentin. Galia, vous connaissez parfaitement la Russie. Est-ce que pour vous, cette opposition-là, ces trois hommes ont du poids en Russie aujourd'hui? Et donc, est-ce qu'il faut les soutenir? Écoutez, je pense qu'il faut les soutenir. C'est surtout ce qui vient de Russie et qui prône la démocratie. Il faut le soutenir. Maintenant, pour le poids réel, je suis beaucoup plus sceptique qu'Antoine Arjakovski. Vous savez, je connais bien Arjakovski, mais je connais aussi bien Kasparov, je connais bien Khodorkovsky. Celui que je n'ai pas connu, j'ai assisté à ces meetings, mais je ne l'ai pas connu personnellement, c'est Navalny. Et malheureusement, l'opposition russe, à l'époque où il y avait beaucoup plus de liberté en Russie que maintenant il n'y a plus de liberté du tout, elle avait un talent à se chamailler, à se diviser, et n'a jamais pu s'entendre jusqu'au bout. Ça semble s'améliorer aujourd'hui. J'aimerais bien y croire, mais le passé est lourd. Le passé est très lourd parce que ce même Kasparov, qui est d'ailleurs une tête politique très forte, et il a de l'influence aux États-Unis, beaucoup plus qu'en Russie d'ailleurs, il s'est uni lui-même il y a 12-15 ans avec le national-bolchevique Limonov. J'ai assisté à Moscou au dîner qui inaugurait leur union. Et c'était... Limonov était la pire ordure, excusez-moi l'expression. Voilà. Donc bon, on peut se dire qu'il a changé, peut-être. Qui? Kasparov? Oui. Oui, probablement. Mais en tout cas, donc Kasparov est connu. Il a un site qui est un site intéressant, qui publie beaucoup de choses intéressantes. C'est kasparov.ru. Khodorkovsky, en effet, qui a gardé une partie quand même de son capital qui lui a été, comment dirais-je, volé, on peut dire, par l'État russe. Il a créé la fondation Open Russia, qui est interdite en Russie. Et aujourd'hui, il va jusqu'à dire il faut une troisième guerre mondiale pour déboulonner Poutine. Donc, ça va très loin. Donc vous avez des doutes sur leur sincérité démocratique? Non, je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute pour aucun des trois. Je pense que parmi eux, celui qui a le plus d'autorité et le plus de poids en Russie, c'est Navalny. C'est Navalny. Parce que, vous savez, ça a toujours été comme ça. Il y a eu une immigration blanche après la Première Guerre mondiale, et il y a eu aussi une certaine immigration après la Seconde Guerre mondiale, ensuite la troisième vague dans des années 70 à laquelle j'appartiens moi-même, ensuite à l'éclatement de l'Union soviétique, etc. À part Israël, où il y a eu quelques ministres issus de ces militants sionistes qui ont été souvent emprisonnés, comme Sharansky, etc., on ne voit pas quelque chose de très important émerger à ce jour. Et aujourd'hui non plus. Vous pensez que si demain il y avait des élections libres en Russie, ces trois hommes, s'ils se présentaient sous une barrière unie, ne réuniraient pas beaucoup de suffrages? Écoutez, le problème, c'est que je pense que ça ne peut pas se produire. Je pense qu'il n'y a aucune possibilité que Navalny sorte de prison. Peut-être si le régime de Poutine... c'était avec un grand « si ». Voilà. Ensuite, vous savez, il y avait déjà une tentative en 2008 quand le dissident et aussi grande tête pensante politique, Bokovski, s'est présenté. Il a essayé de se présenter aux élections. Il vivait depuis très longtemps en Grande-Bretagne. Il a fait même des meetings. J'ai été présente à quelques-uns de ces meetings. Mais sa candidature, tout simplement, n'a pas été validée par la commission électorale. Il y a tellement d'obstacles en Russie, c'est tellement verrouillé que
Oui, l'Occident doit les soutenir. Leur voix doit être entendue. Mais que il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne faut pas se faire d'illusions. Vincent, oui. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est est-ce qu'ils ont une audience en Russie aujourd'hui ? Si vous voulez, autant qu'on puisse le deviner, s'il y avait, je rêve, c'est une chimère, demain matin, un scrutin libre et équitable, comme on le dit selon les canons internationaux en Russie, je suis persuadé, hélas, à mon grand regret, qu'aucun de ces trois-là, même en cas de candidature commune, n'obtiendrait un score significatif. Car on a parfois tendance en Occident à se focaliser sur ce qui reste des élites intellectuelles des grandes villes, Moscou, Saint-Pétersbourg, ceux qui ne sont pas partis, qui n'ont pas fui à l'étranger, et on néglige l'impact considérable de la propagande officielle sur la Russie profonde. Si vous voulez, j'adorerais partager l'optimisme d'Antoine Arjakovski. J'adorerais croire comme lui, je cite sa tribune du Monde, que Navalny est soutenu par des dizaines de millions de Russes, que ses représentants à l'étranger jouissent, je le cite là aussi, d'une popularité phénoménale. Je crois que ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Puis un tout dernier point quand même, on peut être touché par la grâce, y compris dans les geôles du régime russe, mais enfin Navalny est quand même quelqu'un qui traitait les musulmans du Caucase de cafards, qui traitait les Géorgiens de rongeurs, et qui, en 2014, dit « Je ne restituerai pas la Crimée à Kiev si j'étais au pouvoir ». Et d'ailleurs, le problème de l'immigration illégale est 100 fois plus important pour la Russie d'aujourd'hui que celui de la destinée de l'Ukraine. Donc, si vous voulez, il y a quand même des facteurs de... Comme vous dites, on peut évoluer rapidement, Galia. Et puis Jean-Claude, pour terminer. Je voulais juste vous rappeler qu'en 2013, le pouvoir a joué une sorte de jeu démocratique, a permis à Navalny de se présenter aux élections à la mairie de Moscou. Et il a quand même obtenu près de 30% lors du premier vote. Mais c'est Moscou. Toute l'opposition essentiellement est concentrée à Moscou et donc on peut dire qu'en 2013 il y a eu 600 000 personnes qui ont voté Navalny. Maintenant, on sait aussi que tous les partis plus ou moins démocratiques, toutes les personnalités plus ou moins démocratiques, comme l'ancien Premier ministre sous Poutine, Mikhail Kasyanov, quand il s'est présenté et sa candidature a été validée, il a eu 2%. 2%. Voilà. Bon, Jean-Claude, le mot de la fin. Très rapidement, je ne sais pas ce que pèsent les opposants dont vous avez parlé. À votre question, est-ce qu'il faut les soutenir ? Moi, j'ai envie de vous dire oui, pourquoi ? Non pas tellement pour le résultat s'il y avait des élections, mais simplement aussi pour envoyer un message aux Russes, au peuple russe, qui subit une forme de... Ça peut être à double tranchant. Ceux que l'Occident soutient sont forcément des traîtres. Peut-être, ça peut, mais ça peut aussi être une façon, parce que j'entends, ça peut être aussi une façon de dire, eh bien, nous avons à l'évidence un conflit avec Poutine, mais pas avec l'ensemble du peuple russe. Ce ne sont pas d'un côté les Occidentaux et en face les Russes. Nous ne sommes pas les ennemis que veut construire. Rappelez-vous la rhétorique de Poutine, c'est de dire il y a les Occidentaux contre nous et il y a le peuple russe. Et ça, ça peut être une façon d'envoyer un message au peuple russe en tant que tel. Je voulais vous montrer une dernière image parce qu'elle fait partie aussi des images de la journée. Le retour de Bachar el-Assad, invité de Vladimir Poutine, les deux hommes. Vladimir Poutine a sauvé Bachar el-Assad, d'une certaine manière, au moment de la guerre civile en Syrie. Bachar el-Assad ne sortait quasiment plus de son pays. Le voici, et notamment après le tremblement de terre, qui retrouve, d'une certaine manière, une liberté à l'international. Et revoir ces deux hommes côte à côte, aujourd'hui, ça fait partie aussi des images qu'on retiendra. Merci beaucoup, Pierre. Merci, David. Merci, Vincent.